Tu me fais passer pour une incapable. Elle a murmuré cela entre ses dents, tout en affichant un sourire radieux pour la tabler, comme si de rien n'était. Son haleine sentait le chardonnay et le faux semblant. Arrête de faire la gueule. Souris un peu. Nous étions au milieu du dîner lors du séminaire de cohésion de son entreprise. L'un de ces week-ends de team building nauséabonds dans les Alpes, dans un chalet de luxe loué à prix d'or. Des gilets polaires griffés, des badges avec nos prénoms, des discours interminables sur la synergie tandis que les conjoints restaient assis là, tels des accessoires de décoration. Clarissa était dans son élément. Elle avait appris par cœur les biographies des épouses des membres du directoire, flirtait juste ce qu'il fallait avec les directeurs célibataires, et savait exactement quand passer du registre de la femme pétillante à celui de la stratège impitoyable. Elle n'était plus qu'à 3 réunions du poste de directrice de la communication stratégique, et elle portait cette ambition comme on porte un parfum entêtant. J'ai souri, certes, mais pas pour elle. Pas après ce commentaire. Pas après l'avoir vu se pavaner autour d'un homme 2 fois moins grand que moi, mais 2 fois plus prédateur. Je me suis levé, j'ai glissé ma serviette sur l'assiette à pain et j'ai chuchoté, je vais à la voiture. Elle n'a même pas remarqué mon départ. C'est ça qui faisait mal. Ou peut-être pas. Je suis resté assis au volant pendant 1 heure, moteur éteint, sans musique, à regarder les étoiles s'effacer lentement au-dessus des cimes. Sa voix résonnait dans ma tête comme un parasite radio. Souris un peu. L'ironie, c'est que je le faisais souvent, avant qu'elle n'ait besoin de moi comme faire valoir. Avant que je ne devienne une menace pour son image parce que je ne jouais pas assez bien le rôle du conjoint soumis. Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie avant de me rencontrer. Pas vraiment. Elle savait que j'étais consultant, que je voyageais beaucoup, mais elle n'a jamais cherché à creuser le silence dans mon CV. Elle n'a jamais demandé comment je pouvais payer notre appartement parisien comptant, ou pourquoi des hommes en costume sombre serraient parfois ma main avec une déférence appuyée. Elle était trop occupée à construire sa propre narration, son ascension. Il se trouve juste que je collais parfaitement au décor pendant un temps. Laissez-moi faire une pause ici, si vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Pas pour moi, mais parce que cette histoire devient sacrément sombre, et ce n'est pas le genre de récit que vous voudrez manquer. Quand je suis retourné au chalet, elle posait pour des photos avec un groupe de cadres devant la cheminée, coupe de champagne à la main, affichant ce sourire figé. Elle ne m'a pas vu passer derrière elle. Elle n'a pas remarqué mon retour. Mais un homme, lui, l'a fait, son PDG. Il a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers son téléphone. Son expression s'est durcie, mais il n'a rien dit. Nous avons dormi chacun de notre côté du lit cette nuit-là. Elle a essayé d'engager la conversation sur la présentation aux actionnaires du lundi, sur le fait que le président du conseil était froid ces derniers temps, que quelqu'un au siège cherchait probablement à faire le ménage. J'ai écouté, hoché la tête et dit, « Tu as une grosse journée demain. Tu devrais te reposer. » Elle n'a même pas tressailli, supposant que je boudais simplement. Elle prévoyait sûrement de recoller les morceaux avec un texto à la pause déjeuner et une bise sur la joue. Elle ne comprenait pas que certains silences ne sont pas passifs, ils sont chirurgicaux. Le dimanche a passé entre répétitions et soins en institut. Clarissa n'a jamais été aussi rayonnante, concentrée, sûre d'elle. Elle a pris un appel avec l'un de ses mentors depuis la terrasse, faisant les 100 pas en tenue de yoga hors de prix, avec des lunettes de soleil beaucoup trop chères pour quelqu'un qui prétend vivre sobrement. Je l'observais depuis la fenêtre, sa manière de gesticuler, comme si le monde entier pliait sous ses doigts. Ça m'excitait autrefois. Maintenant, ça confirmait simplement ce que je soupçonnais depuis des mois. Elle ne jouait pas pour gagner la partie. Elle pensait qu'elle était la partie. Et pour le lundi, disons simplement que ce n'était pas moi qui avais besoin de sourire. Elle est sortie de la salle de bain dans l'un de ces peignoirs de palace qui vous font croire que vous êtes assez choyé pour oublier que vous payez 700 € la nuit pour être insulté poliment. Les cheveux encore humides, un verre de vin à la main, la voix sucrée comme si rien n'était arrivé. Désolé pour tout à l'heure, a-t-elle dit en se levant dans le fauteuil. Tu sais comment sont ces choses. Le stress. Les apparences. Tout le monde nous observe. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Elle ne s'excusait pas. Elle jouait une performance d'excuses, m'offrant un pansement que je n'avais jamais demandé, espérant que je le collerais sur l'entaille que son ambition avait creusée dans ce qui était autrefois un mariage. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste regardé la buée monter de son verre,
s'enroulant comme la fumée d'un incendie dont personne ne veut admettre qu'il ravage la maison. Puis j'ai dit, tu as une grosse journée lundi. Tu devrais te reposer. C'était tout. Une seule phrase. Aucune dispute. Aucune amertume. Juste ce genre de calme qui ébranle les gens bien plus que la rage ne pourrait jamais le faire. Le genre de silence qui sent la préparation. Elle a cligné des yeux, a attendu, espérant probablement une réaction. Peut-être voulait-elle même une dispute, quelque chose qu'elle pourrait présenter plus tard comme un sabotage émotionnel lorsqu'elle raconterait l'histoire à ses amis. Mais je ne lui ai rien donné, et elle l'a pris, comme la plupart des gens, pour une défaite. Elle a erré vers le lit, a ajusté les coussins décoratifs comme s'ils n'étaient pas vides et sans âme. Je suis resté assis près de la fenêtre, faisant défiler machinalement un document sur mon téléphone. Pas qu'elle le remarque. Elle était trop occupée à vérifier son reflet dans l'écran noir de la télévision, comme si, même en privé, le public pouvait toujours regarder. Cette chambre, avec ses imprimés de montagne artistiquement disposés et sa bougie au cèdre de prix, est devenue une scène. Et sur cette scène, Clarissa jouait le rôle de l'épouse indulgente, une femme accablée par un mari fragile et introverti qui ne comprenait tout simplement pas la pression. Sauf qu'il y avait une subtilité. Je comprenais. Bien trop bien. Je comprenais que cette même femme qui m'avait sifflé en public de sourire davantage faisait maintenant semblant de ne pas avoir essayé de m'émasculer devant ses collègues. Que cette même femme qui m'apportait autrefois le café au lit programmait désormais ses marques d'affection entre deux réunions. Que quelque part entre la promotion et l'humilité mise en scène, Clarissa a cessé d'être ma femme pour devenir tout autre chose, un avatar qu'elle utilise pour grimper. Et je n'étais qu'un pion dans le décor jusqu'à ce que je refuse de l'être. Elle s'est endormie tôt, rêvant probablement d'applaudissements en salle de conseil et de titres de presse commençant par « première femme directrice ». Elle n'avait aucune idée que les applaudissements seraient pour quelqu'un d'autre. Je suis resté éveillé, j'ai relu la résolution, vérifié le décompte des voix. Une abstention sur laquelle je ne comptais pas avait fini par basculer. Le timing était meilleur que prévu. À 2h13 du matin, une notification est apparue. Email confirmé. Ordre du jour révisé. La motion était verrouillée pour la session de lundi. Y était joint un rapport accablant sur les violations de l'éthique au sein de la direction. Pas encore la sienne, mais les ondes de choc se propageaient déjà, et elle s'était ancrée aux pires personnes. De l'autre côté de la chambre, elle ronflait doucement, le visage enfoui dans les draps, inconsciente. Cette nuit-là ne s'est pas terminée par des cris ou des portes qui claquent. Elle s'est terminée par une immobilité, une expiration calme avant la tempête. Et quand elle a tendu la main dans son sommeil, marmonnant mon nom comme si elle savait encore qui j'étais, je n'ai pas bougé. Parce que, moi, je savais qui elle était désormais, et je n'allais pas la sauver de sa propre chute. Le lundi matin était lumineux et glacial, l'un de ces faux printemps parisiens où le ciel semble chaumer où le vent vous transperce jusqu'aux os. Clarissa s'est réveillée tôt, fredonnant. Maquillage complet à 6h30. Un tailleur marine ajusté, des bijoux discrets, et ses escarpins vernis qu'elle ne portait que pour les grands moments. Sa tenue de sacre. Je pense que c'est aujourd'hui, a-t-elle dit en prenant son café, affichant ce sourire répété comme si j'étais le stagiaire qu'elle devait motiver. J'ai entendu dire que certains membres du conseil se sont réunis en privé vendredi. J'ai le sentiment qu'il est question de restructuration. Ça pourrait être mon moment. J'ai hoché la tête, mangeant mon yaourt en silence. Pas de sourire narquois. Pas de sarcasme. Juste l'observer siroter son café et resserrer l'illusion autour d'elle comme une armure. Elle n'avait pas remarqué que les 72 dernières heures avaient déjà fait exploser tout ce qu'elle pensait maîtriser. Nous avons conduit séparément. Elle a pris le SUV de fonction avec son nom sur le badge. J'ai conduit la voiture dont elle ne demande jamais rien, la vieille Audi noire avec des plaques de collection et sans Bluetooth. Elle appelait ça « ta voiture de vieux ». Mais cette voiture m'avait emmené à chaque réunion discrète, à chaque poignée de main officieuse qui menait à ce moment. C'était ma salle de guerre sur roues. Les actionnaires se rassemblaient dans la suite de conférences du siège. Murs de verre moderne, fontaine à eau, une odeur d'huile essentielle de lavande qui masquait à peine la sueur des gens jouant aux échecs avec la vie des autres. Clarissa est entrée comme une étoile montante. Tout le monde a souri. Elle a souri plus largement. Son PDG, Grégoire Whittaker, la soixantaine, toujours en train de vérifier son téléphone, a levé les yeux,
a hoché la tête et a continué à scroller. Quelque chose a changé quand l'alerte est tombée. Il a cligné des yeux, l'a relu. Puis sa mâchoire s'est serrée, et il s'est levé sans s'excuser. N'a pas parlé. N'a pas regardé Clarissa. Il est juste sorti de la pièce comme si l'air s'était déplacé. Clarissa, inconsciente, continuait de discuter avec le directeur juridique d'une étude de cas récente sur la communication avec les parties prenantes. 5 minutes plus tard, j'ai revu Grégoire. Il m'a trouvé dans le parking souterrain, debout à côté de mon Audi, porte ouverte, faisant semblant de chercher mes clés. Je n'étais pas censé être dans l'enceinte de l'entreprise, techniquement, mais plus personne n'avait le courage de faire appliquer cette règle. Pas après le vote. Grégoire s'est approché prudemment, téléphone en main, l'écran encore brillant. Il ne m'a pas salué, il a juste tendu le téléphone et a dit « Monsieur, est-ce que c'est à propos de vous ?» Sur l'écran, l'annonce formelle. Résolution du Conseil adoptée. Prise d'effet immédiate, transfert de la supervision opérationnelle au Trust 7C sous autorité exécutive intérimaire. Du jargon juridique, mais le sous-texte était clair. Le pouvoir avait basculé, et pas dans la direction que quiconque attendait. J'ai hoché la tête une fois. Prise d'effet immédiate. Sa main est retombée. Elle n'en savait rien. Non, ai-je dit en montant dans la voiture. C'était tout le but. Il a dégluti difficilement. Sa posture avait totalement changé. Moins PDG, plus cadre moyen réalisant soudainement qu'il jouait dans le bac à sable de quelqu'un d'autre. Ils auront besoin de conseils. Ils en auront. Il a regardé vers le bâtiment comme s'il s'agissait déjà d'une scène de crime. Elle ne comprendra pas. Elle ne comprend jamais. Elle s'attend juste à gagner. Grégoire a hésité, puis a murmuré, « Est-ce personnel ?» J'ai démarré le moteur. C'est structurel. Et comme ça, la conversation s'est terminée. Là-haut, Clarissa exposait probablement sa stratégie pour le prochain trimestre, se positionnant comme la candidate idéale pour diriger un rafraîchissement culturel. Pendant ce temps, la culture avait déjà quitté le bâtiment, emportée en silence par un homme à qui elle avait dit de sourire davantage. Clarissa aimait toujours dire qu'elle avait épousé un homme mystérieux. Elle le disait avec un clin d'œil devant ses amis, comme si j'étais une sorte de boîte à puzzle inoffensive qu'elle gardait sur une étagère pour décorer. Je l'ai laissé penser cela. Je l'ai laissé croire que j'étais juste un ex-consultant tranquille avec un compte d'épargne correct et l'habitude de ne pas interrompre ses monologues. Elle n'a jamais posé de questions sur mon oncle. N'a jamais remis en question pourquoi j'ai soudainement pris un intérêt pour son entreprise un an après notre mariage. N'a jamais remarqué la façon dont je faisais une pause dès que quelqu'un mentionnait des noms d'actionnaires ou des changements de direction. Elle voyait mes silences comme une faiblesse, une déficience émotionnelle à tolérer, à plaindre ou à remodeler. Mais le silence, entre de bonnes mains, est une arme. 12%. C'est la part de son entreprise que je possédais avant même qu'elle n'y entre. Pas directement, bien sûr. Cela aurait été salissant. Mon oncle, Theodore Warding, était l'un des architectes originaux de leur infrastructure technologique. À l'époque où il n'était qu'une petite start-up SaaS opérant depuis des espaces de coworking loués. Avant le changement de marque, avant les conférences TED, avant l'introduction en bourse. À sa mort, il a tout laissé à moi. Y compris ses actions, sécurisées par un trust, réparties dans 3 sociétés holding, gérées par un cabinet familial à Montréal. Le genre de structure qui vous garde invisible jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus l'être. Le conseil d'administration ne savait pas qui j'étais au début. Cela a changé lentement au cours des 9 derniers mois. Un déjeuner ici, un appel discret là, un livre blanc diffusé anonymement disséquant leur série récente de partenariats et leur manquement à la conformité. Ils pensaient que cela venait d'un groupe de surveillance. Ils ne réalisaient pas que cela venait d'un homme qui les regardait de beaucoup plus près qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Jeudi dernier, j'ai déposé la motion. Proposition de restructuration de la direction, licenciement de 3 postes, directeur financier, SVP opération, et communication externe. Avec un examen immédiat par le Conseil des conflits d'intérêts et une refonte de l'éthique à rendre publique dans le trimestre. Le directeur financier manipulait les chiffres pour couvrir des contrats bâclés. Le SVP opération avait transformé son équipe en un tourniquet d'accords de confidentialité brisés et de règlements à l'amiable.
La communication externe était le département chéri de Clarissa. Mais son nom ne figurait pas sur la liste. Je n'avais pas besoin de l'abattre en public. Pas encore. Pas directement. Le conseil a approuvé la motion tard dimanche soir. Lundi matin, il mettait déjà en place des équipes de transition, des séances de conseil exécutif et un communiqué de presse sur la responsabilité renouvelée. Le genre de langage qui semble visionnaire tout en vidant la pourriture du bois. Et puis est venue la réunion. Clarissa est entrée dans la salle de conférence confiante, inconsciente. Grégoire, le PDG, était revenu à sa place, visage pâle, téléphone éteint. Quand Clarissa est entrée, son fan club habituel est devenu silencieux. Le responsable juridique a évité ses yeux. La DRH avait l'air de vouloir ramper sous la table. Clarissa s'est raclé la gorge. C'est quoi cette ambiance ici? Aucune réponse. Puis le président s'est levé. Nous avons accepté une proposition soumise par un actionnaire important sous le Trust 7C. Il est temps de discuter de la gouvernance. Clarissa a cligné des yeux. Qui est l'actionnaire? Les yeux du président ont balayé la pièce, puis se sont posés sur elle. Votre mari. On aurait pu entendre le souffle quitter la pièce. Clarissa a ri. Ce rire serré et nerveux qu'elle utilise quand elle n'est pas sûre de qui croit encore à sa version de la réalité. Très drôle. Mais personne n'a souri. Parce qu'à ce moment-là, la pièce a changé. Définitivement. Et le premier domino a commencé à tomber avec elle toujours debout dans son ombre. Elle est arrivée en retard, de 3 minutes. Mais dans le temps d'une salle de conseil, c'est une déclaration. Une entrée contrôlée. Ses talons résonnaient contre le sol poli comme si elle possédait la pièce. Comme si la promotion était déjà dans sa poche. Clarissa a toujours cru que le timing était tout. Que se montrer légèrement en retard donnait envie de votre présence. L'anticipation était une arme, disait-elle, et elle l'utilisait comme un scalpel. Sauf que cette fois, personne n'attendait pour applaudir. Son PDG, Grégoire, a levé les yeux de la table et quelque chose dans sa posture a craqué. Il n'a pas souri. Il ne l'a même pas salué. Il l'a juste regardé comme un homme regarde quelque chose qu'il a déjà enterré dans son esprit. Froid. Distant. Comme si elle était l'écho d'une décision qu'il regrettait d'avoir prise. Clarissa a ralenti le pas, mais a gardé le masque. Désolé, les bouchons, a-t-elle lancé. Les matins dans les Alpes, n'est-ce pas? Pas de réponse. La DRH était déjà assise, flanquée du service juridique. 2 membres du conseil, ceux qu'elle pensait être des alliés, fixaient leur carnet de notes comme si elle était entrée à un enterrement sans savoir quel corps était dans le cercueil. Quelqu'un, peut-être l'officier de conformité junior, a murmuré sous son souffle, juste assez fort pour créer une ondulation. Attends, est-ce qu'elle reste même? La bouche de Clarissa a tressailli. Une lueur de confusion derrière son rouge à lèvres parfait. Elle a posé son sac à côté de sa chaise habituelle, a essayé de forcer le rythme. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a bougé. La pièce est restée silencieuse. L'air est devenu lourd. Le président, Robert Belair, un homme qui avait un jour dit à Clarissa qu'elle lui rappelait sa fille et c'était à la fois un compliment et un avertissement, s'est raclé la gorge et a soulevé un document de la table. Il ne l'a pas regardé quand il a commencé à lire. En raison des préoccupations croissantes concernant le risque de réputation et la structure interne de la gouvernance de l'équipe de direction, le Conseil a voté pour adopter un plan de leadership de transition. À compter de maintenant, 3 rôles seront suspendus en attendant un examen interne et un audit éthique. Clarissa s'est figée. Grégoire n'avait toujours pas dit un mot. Elle a cligné des yeux. Pardon, suspendu? De quoi parlez-vous? Quel rôle? Le président a poursuivi, sans émotion. Comme listé, directeur financier, SVP opération, et responsable de la communication externe. La pièce n'a pas bougé. Clarissa a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée. Elle a regardé autour d'elle. Son nom n'a pas été cité, mais c'était la pire partie. Elle n'était pas licenciée. On ne s'adressait même pas à elle. Elle était exclue. Poussée dehors non pas avec du drame, mais par effacement. C'est mon département, a-t-elle dit prudemment, essayant de paraître amusée, pas menacée.
Ce n'est pas, je n'ai même pas été consulté. Grégoire a finalement parlé. Doucement. Tu n'étais pas censé l'être. Clarissa l'a dévisagé. Tu veux dire que tu es allé devant le conseil sans moi? Je fais partie de l'équipe de communication. Pourquoi diable n'ai-je pas été mise dans la boucle? Pas de réponse. Le juridique a glissé un dossier vers l'avant. Un signal non verbal. La DRH a ouvert un ordinateur. La voix de Clarissa a baissé. Attendez. C'est réel. Vous faites vraiment ça? Le président a croisé les mains. C'est en mouvement depuis des semaines, Clarissa. Ce n'est pas personnel. C'est procédural. Ce mot, procédural, a tranché plus profondément que tout le reste. Parce que ce qu'il lui disait, ce n'était pas qu'elle avait échoué. C'était qu'elle n'avait pas assez d'importance pour faire partie de l'échec. Que ce n'était plus à propos d'elle. Qu'elle était devenue un passif pour son propre script. Elle est restée là, clignant des yeux comme si les lumières avaient baissé autour d'elle. Pour une fois, elle n'avait pas de repartie. Pas de sauvegarde intelligente. Pas d'applaudissements de secours. Juste une chaise froide. Une pièce silencieuse. Et un mari dont elle réalisait maintenant qu'il n'avait pas seulement souri aux mauvaises personnes. Il avait souri avec eux. Elle a filé à la maison comme si le bâtiment brûlait derrière elle. Les pneus ont crissé dans les collines sinueuses. Les appels Bluetooth restaient sans réponse, les uns après les autres. D'abord Grégoire, puis la DRH, puis moi. Messagerie vocale à chaque fois. Quand elle est entrée dans l'allée, son tailleur parfaitement repassé était froissé par la ceinture de sécurité. Et sa batterie de téléphone était à 12%. Elle a tapé le code du garage. Rien. A réessayé. Plus lentement. Toujours rien. Elle a fixé la lumière rouge clignotante du panneau comme s'il se moquait d'elle. L'idée même que quelqu'un, n'importe qui, ait pu changer l'accès sans son accord lui était étrangère. Elle a tapé un code de secours qu'elle avait insisté pour que je n'utilise jamais. La porte est restée fermée. Il lui a fallu une minute entière pour réaliser ce que cela signifiait. Elle a fait le tour jusqu'à l'entrée, ses talons craquant sur le gravier que nous avions refait l'été dernier. Sa clé a fonctionné, mais la serrure semblait raide. Pas utilisée. Comme si la porte d'entrée n'avait pas été ouverte depuis des semaines. À l'intérieur, la maison était immobile. Trop immobile. Pas calme de la manière réconfortante et coûteuse qu'elle aimait. Calme de la manière, quelqu'un a altéré l'air. Quelque chose de fondamental avait changé. Le thermostat était éteint. Les lumières à détecteur ne se sont pas allumées. Mais le plus grand changement attendait en haut des escaliers. Son bureau, la deuxième chambre qu'elle avait convertie en centre de commandement, rempli de carnets de créateurs et de doubles écrans, était vide. Pas dénudé. Juste en carton. 3 cartons alignés comme des cercueils pour un futur qui n'est jamais arrivé. Des étiquettes soignées dans une écriture carrée et inconnue. L'une marquée « Document ». L'autre « Appareil ». Et une troisième, étrangement, marquée « Souvenir ». Posée sur le plus petit carton, une feuille imprimée. Transférée à une autre adresse sur demande. Elle a cligné des yeux. A posé son sac. L'a repris. L'éclairage était mauvais. L'odeur était mauvaise. La pièce semblait être une version d'elle-même laissée derrière par quelqu'un d'autre. Elle a attrapé son téléphone et a composé le numéro. Le mien, cette fois. Messagerie directe. Encore. Encore. Ses mains ont commencé à trembler. Pas de rage. Pas encore. Mais de quelque chose de bien plus dangereux pour elle. Le déplacement. Pour la première fois depuis des années, Clarissa ne contrôlait pas la narration. Elle ne dirigeait pas. Elle n'était même pas sur la liste des acteurs. Puis, on a frappé. Court. Mécanique. 2 coups précis sur la porte. Elle s'est précipitée en bas, tenant toujours la feuille dans une main. Un coursier en uniforme gris se tenait là, expression vide, tenant une enveloppe noire plate et une tablette numérique. Clarissa Meyer, a-t-il demandé, jetant un coup d'œil à son écran. Oui. Qu'est-ce que c'est? Document pour accusé de réception immédiat.
Signature requise. Il a tendu la tablette. Clarissa l'a fixée. De la part de qui? Il a haussé les épaules. L'expéditeur est privé. Mais c'est vérifié. Elle a signé. Lentement. Comme si cela avait de l'importance. Il a remis l'enveloppe, a hoché la tête et est reparti sur les marches de devant comme s'il n'avait pas juste livré une charge nucléaire. Elle a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des papiers juridiques. Propres. Immaculés. Déjà notariés. Changement d'accès à la propriété. Réallocation des actifs partagés. Un avis informant que certains comptes joints avaient été fermés ou migrés vers des avoirs individuels. Un accord signé transférant la propriété restante à elle. Moins le contenu du bureau. Désormais légalement documenté comme matériel d'entreprise. Avec un reçu montrant qu'elle en avait été notifiée il y a des semaines. Elle a chancelé d'un pas en arrière. Pas de titre dramatique, pas de lettres cinglantes, pas de manifeste, tu t'es fait ça toute seule, juste des coupures chirurgicales propres. Le genre de séparation silencieuse qu'on ne voit jamais venir jusqu'à ce qu'on saigne déjà. Et cette maison, cet endroit où elle tenait autrefois audience en peignoir de soie, verre à la main, répétant ses discours devant le miroir, n'était plus un foyer. C'était juste un lieu avec son nom dessus. Et même cela commençait à ressembler à un mensonge. Clarissa n'a pas dormi. Elle est restée assise dans le salon formel toute la nuit, l'ordinateur brillant contre son visage comme un projecteur auquel elle ne pouvait échapper. La même pièce qu'elle décorait avec des bougies saisonnières et des livres choisis pour impressionner les invités, maintenant juste un silence stérile et un air vicié. Sa boîte de réception était le chaos. HR, conseil, juridique, audit. Son assistante avait disparu de tous les fils de discussion. Les invitations aux réunions avaient disparu de son calendrier une par une. À 4h07 du matin, elle a rédigé un long email à Grégoire. Elle s'est présentée comme une médiatrice, quelqu'un qui pourrait aider à recadrer la situation. Disait que la décision du conseil semblait abrupte et inhabituelle par rapport aux valeurs de l'entreprise. Elle l'a envoyé après l'avoir relu 3 fois, puis a survolé son téléphone pendant des heures en attendant ce bip béni. Rien n'est venu. Le lendemain matin, elle a fait du café comme si la routine réparait la réalité. A remis le même tailleur. Cheveux parfaits, mais quelque chose était brisé dans son rythme. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a mis ses boucles d'oreilles. Pas assez pour paniquer, juste assez pour se sentir exposée. À 9h42, un nouvel email est arrivé de la relation investisseur. Objet, clarification urgente demandée concernant les relations avec les fournisseurs. C'était adressé à Grégoire, mais Clarissa était en copie. Une courte note froide de 2 investisseurs institutionnels de premier plan, des noms qu'elle balançait dans les réunions comme des porte-bonheur. Ils voulaient des explications. Spécifiquement, il référait à des conflits d'intérêts apparents impliquant un fournisseur de marketing externe qui avait récemment reçu un contrat inhabituellement favorable. Jointe à l'email, des photos. Des photos de Clarissa dînant avec ce fournisseur à 3 reprises différentes. Même homme, différents restaurants. Une depuis un bistrot sur un toit que Clarissa utilisait pour le networking décontracté. Une d'un bar à vin privé dans le quartier des affaires. Une, la plus accablante de toutes, depuis la nuit avant que le contrat ne soit finalisé. Ils étaient assis côte à côte dans une cabine. Sa main était en l'air, gesticulant de manière enjouée vers sa cravate. Chaque photo horodatée. Lieu géolocalisé. Métadonnées intactes. Clarissa les a fixées comme si elles étaient générées par IA. Un coup monté, un deepfake, mais elle savait mieux. Elle se souvenait de cette cravate. Elle avait fait une remarque dessus, l'avait appelée « audacieuse pour un mardi ». Elle n'y avait pas pensé à 2 fois. Maintenant, cela ressemblait à de la collusion. 2 minutes plus tard, Grégoire a transféré l'email des investisseurs à l'équipe de conformité interne. Pas de notes, pas de commentaires, juste les pièces jointes. Et sous cela, une copie courte à Clarissa, transférée, par demande. La conformité fera le suivi. Elle a répondu vite, trop vite. J'ignorais que ces dîners seraient interprétés ainsi. J'ai toujours maintenu des frontières professionnelles. Personne n'a répondu. Au lieu de cela, un deuxième message est arrivé de la conformité.
Veuillez fournir une déclaration écrite détaillant la nature de votre relation avec Monsieur H, y compris toute association personnelle ou financière, cadeaux échangés ou communications non divulguées dans les 48 heures. Pas de chaleur, pas de déférence. Elle était traitée comme n'importe quel suspect. Clarissa est restée figée. Ses mains, parfaitement manucurées, planaient au-dessus des touches. Le curseur clignotait, narguant. Elle a cliqué sur les photos à nouveau, a zoomé. Son sourire semblait trop authentique. Ce n'était pas une crise qu'elle pouvait régler par la parole. C'était un nœud coulant se resserrant autour d'une version d'elle-même qu'elle ne contrôlait plus. Aucun communiqué de presse ne pouvait arranger ça. Aucun collègue ne la couvrirait. Aucune assistante pour amortir la chute. Et quelque part, elle le savait, si ses investisseurs avaient les photos, d'autres pourraient les avoir aussi. La réputation ne glissait pas seulement, elle était archivée. L'avis formel est arrivé à 15h11. Un PDF stérile d'une adresse RH qui ne l'incluait plus dans l'annuaire. Objet, licenciement, Clarissa Meyer. Pas d'appel, pas de réunion, pas de médiation. Juste un document prêt à signer et un horodatage froid. Le corps de la lettre était un cours magistral en distanciation juridique. Pas d'émotion, aucun langage qui pourrait être tordu en levier. Juste la phrase qui l'a vidé. Votre emploi est par la présente résilié en raison de la violation de la clause d'éthique 4B, avec effet immédiat. Clarissa l'a fixé avec incrédulité. Clause d'éthique? Violation? Elle était l'auteur de la formation éthique. Elle avait écrit la politique de conformité qu'ils utilisaient maintenant comme une lame. Elle n'a pas pleuré, pas encore. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle était menacée. Elle a lancé une tempête de feu contrôlée. Réponse urgente au licenciement. A. RH conseil Grégoire, Whittaker Copie, juridique 2. Clarissa Meyer Vous détruisez ma carrière. C'est punitif et totalement disproportionné. J'ai servi cette entreprise pendant 7 ans avec distinction. Cette décision semble être une mesure de rétorsion et manque de procédure régulière. Je demande une clarification immédiate et l'accès pour examiner toutes les preuves utilisées pour justifier cette action. Elle a cliqué sur envoyer, puis a attendu. 5 minutes, 10, 30. Aucune réponse, même pas un message d'erreur. C'était comme si elle n'existait plus dans le système. Elle a ouvert Slack. Tous les canaux disparus. Ses identifiants révoqués. Son calendrier professionnel effacé. Sa carte de crédit d'entreprise avait déjà été désactivée. Elle l'a découvert en essayant de se commander un déjeuner sur une application. Clarissa a tempêté dans la cuisine en marmonnant pour elle-même. Vous voulez une guerre? Très bien, allons-y. Elle a attrapé son téléphone pour appeler Grégoire directement. Messagerie. Elle a essayé le juridique. Même chose. Puis les RH. Puis, enfin, son dernier espoir, Chloé, son assistante. Loyale, discrète, toujours 2 pas en avant. L'appel a sonné une fois et a coupé. Elle est passée à l'email. Objet, urgent, où es-tu? A. Chloé Hart 2. Clarissa Meyer Chloé, j'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas été entraînée dans cette folie. Elle est restée assise sur le rebord du comptoir à fixer l'écran comme s'il lui devait des réponses. Finalement, un bip. 2. Chloé Hart Objet, urgent, où es-tu? Je suis désolé, Clarissa. J'ai été réassigné. Je ne suis pas autorisé à parler davantage de cette affaire. J'espère que tu vas bien. C'était tout. Sa gorge s'est nouée. Chloé, la seule personne qui connaissait ses mots de passe, son emploi du temps, ses humeurs, qui lui apportait des shots de gingembre pendant la saison de la grippe, qui cachait autrefois une crise d'angoisse derrière un bug de calendrier pour que Clarissa ne rate pas un pitch client. Partie. Et avec elle, la dernière couche d'isolation entre Clarissa et le vide qui l'entourait désormais. Elle a rafraîchi sa boîte de réception avec obsession. Rien. Elle a essayé de se connecter au système de rapport interne. Accès refusé.
Elle a essayé l'application compagnon de son badge de sécurité. Identifiant invalide. Elle n'était pas suspendue. Elle n'était pas en congé. Elle était effacée. Clarissa s'est affaissée sur le sol, le dos contre le lave-vaisselle. L'enveloppe juridique du coursier restait toujours non ouverte sur le comptoir. Elle n'y avait pas touché depuis la veille. Maintenant, enfin, elle la regardait. Le seau était intact. Le silence autour d'elle était total. Et quelque part, à des kilomètres, je lisais mon propre email. Confirmation juridique que tous les comptes partagés avaient été divisés avec succès et toutes les protections de risque finalisées. Clarissa avait un jour plaisanté sur le fait que sa sortie serait grandiose, dramatique, suivie par 100 offres en une semaine. Au lieu de cela, c'était calme, chirurgical, et totalement inaliénable. Elle a choisi un cabinet d'avocats dans le quartier de Back Bay. Terrain neutre, disait-elle. Classe, vitré, impersonnel. Le genre d'endroit avec de l'eau au concombre dans le hall et de l'art abstrait qui dit « Nous nous soucions de vous, mais pas trop ». Elle m'a envoyé une invitation calendrier intitulée « Conversation de clôture ». Pas d'avocat présent, juste nous, insistait-elle. Je suis arrivé avec 5 minutes d'avance. Portant du gris, n'apportant rien d'autre qu'une fine chemise manie et un stylo noir. Clarissa était déjà là, faisant les 100 pas dans le couloir comme quelqu'un attendant des résultats de test. Ce n'était pas une réunion qu'elle avait demandée. Ses talons frappaient un code morse anxieux. Elle n'avait pas dormi. Son mascara la trahissait déjà. Elle s'est retournée quand elle m'a vu et a esquissé un faible sourire. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête, me suis assis en face d'elle dans la salle de conférence. Elle n'a pas pris la peine de faire du small talk, elle s'est juste lancée. J'ai fait des erreurs. D'accord, je le sais, mais ce n'est pas comme ça que ça se termine. Nous avons construit trop de choses. Toi. Sa voix s'est brisée. Tu étais toujours celui qui gardait les choses stables. J'ai perdu de vue. J'ai perdu la vue d'ensemble. Elle a essayé d'adoucir son ton. Mais je suis toujours moi. On peut réparer ça, ensemble. La même femme qui, autrefois, souriait avec mépris à mon silence lors de ce séminaire, qui riait avec les membres du conseil pendant que je restais seul près des amuse-bouches, maintenant assise en face de moi, suppliant de comprendre. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste ouvert le dossier et glissé l'enveloppe sur la table. Elle a baissé les yeux, confuse. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis penché en arrière. La clôture que tu as demandée. Elle l'a ouverte. Première page, séparation finale des actifs. La maison, à elle intégralement. Le condo à Washington vendu. Compte joint séparé par pourcentage de contribution avec responsabilité fiscale précalculée. Épargne retraite déliée et transférée. Même les points de voyage, qu'elle thésaurisait autrefois comme de l'or, avaient été réassignés. Deuxième page, inventaire de la propriété. Les cartons de son bureau à domicile désormais légalement transférés. Les œuvres d'art divisées par provenance. La collection de vins vintage déjà vendus par un courtier, profit distribué. Troisième page, investissement partagé. Le portefeuille dont elle ignorait à peine l'existence. Celui que j'ai géré pendant une décennie. Celui qui surperformait discrètement chaque plan épargne-retraite que ses conseillers recommandaient. Ce portefeuille avait été vendu il y a 2 semaines, liquidé, fonds redistribués, traces écrites propres. Elle feuilletait plus vite maintenant, les yeux scannants, respiration courte. Attends. Attends, ça. C'est tout signé ? Oui. Sa voix a baissé. Mais je n'ai pas accepté ça. Tu l'as fait. Il y a 8 mois. Clause 4C du trust marital. Tu l'as signé quand tu as insisté pour que j'automatise juste les parties ennuyeuses. Ça me donnait l'autorité d'initier des transferts d'actifs en cas de séparation prolongée ou de préjudice à la réputation. Elle a arrêté de feuilleter. Sa main tremblait. Tu planifiais ça. Je préparais. La pièce est devenue silencieuse. Elle a poussé l'enveloppe comme si elle brûlait. Tu fais vraiment ça ? Je l'ai déjà fait. Clarissa a fixé le mur pendant un long moment. Son visage s'est brisé juste un peu. Puis elle a ri, un rire court et amer. Tu es vraiment froid.
Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vindicatif. J'en avais fini. Elle s'est penchée en avant, désespérée. Est-ce que tu me détestes autant? Je l'ai regardée. Pas avec de la rage. Pas même de la tristesse. Juste de la finalité. Je ne te déteste pas. Je ne crois juste plus en cette version de nous. Et sur ce, je me suis levé, et boutonné ma veste, et l'ai laissée assise dans cette boîte en verre élégante, entourée d'art qu'elle ne pouvait pas nommer, de contrats qu'elle n'avait pas lus, et d'une vie qui ne m'incluait plus. Clarissa était assise sur la véranda de sa sœur, les jambes repliées sous elle comme une enfant, sirotant un café réchauffé dans une tasse qui disait « Meilleure tante ». Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis des jours. Ses cheveux, autrefois parfaits même dans l'humidité, étaient attachés en un chignon lâche. Pas de maquillage. Pas d'appel téléphonique. Pas de titre de presse. Pas de stratégie. Juste un vide là où sa vie se trouvait. Sa sœur marchait sur la pointe des pieds autour d'elle comme si elle était en verre fragile, offrant sa sympathie sur un ton doux, demandant si elle voulait en parler, ce à quoi Clarissa répondait avec ce genre de silence qui faisait même reculer une sœur. Puis le téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux, s'attendant à une autre notification automatisée ou une mise à jour inutile d'un compte auquel elle n'avait plus accès. Mais non. Grégoire Whittaker. Son pouce a hésité. Puis elle a appuyé sur accepter. Ses mains étaient soudain moites. Sa voix était plus calme qu'elle ne s'en souvenait, mesurée, presque révérencieuse. Clarissa. Elle n'a pas parlé. Il y a eu une pause sur la ligne, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose. Je ne savais pas que tu étais mariée avec lui. Encore une fois, elle n'a rien dit. Qui avait-il à dire? Grégoire a expiré lentement. Le conseil. Ils ne m'ont jamais rien dit. Les archives du trust étaient scellées. Je n'ai pas connecté les points avant que le vote final ne soit passé. Clarissa a dégluti, la gorge sèche. Les arbres bruissaient derrière elle. Leurs mouvements étaient plus doux que les mots qu'elle entendait. Encore une pause. Puis le coup final. Le communiqué de presse sort dans 30 minutes. Il prend le poste de président intérimaire du conseil. Elle a fermé les yeux. Le téléphone a glissé de sa main et a heurté le bois de la véranda avec un cliquetis sourd et vide. De l'autre côté de la ville, j'étais dans mon bureau. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en barres d'or silencieuses. J'avais déjà lu le brouillon du communiqué, approuvé la formulation. Le conseil était aligné. Les documents étaient prêts. Mon téléphone a sonné. Le juridique, à l'heure. Prêt pour votre signature, monsieur. J'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Clarissa avait un jour dit que je manquais d'ambition, que je me contentais d'être à côté du pouvoir, mais sans jamais le détenir. Que je ne poussais pas assez fort. Que je ne voulais pas assez de choses. Elle avait tort. Je voulais juste des choses différentes. J'ai pris le stylo, j'ai signé là où il m'avait dit de le faire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Non par vengeance. Pas même par satisfaction. Mais parce que j'étais enfin, totalement sorti de l'arrière-plan pour entrer au centre de la structure qu'elle pensait contrôler.